terminé, ton marché n'a pas cassé de support. Donc, statu quo technique pour le BTC dans notre réaction négative des marchés. On précise pour ceux qui nous réécouteraient plus tard, voilà, on fait un peu plus d'une demi-heure de la publication du chiffre, donc voilà, c'est toujours un petit peu chaud dans ces moments-là. Si on prend un petit peu de recul, on est à plus d'un mois et demi du halving. Le record historique de Bitcoin, le dernier au-delà des 73 000 $, c'était mi-mars. Est-ce que certains sont un petit peu impatients, se disent bon, on n'a toujours pas battu ce record-là, Vincent? Est-ce que ceux qui sont impatients ont raison d'être? Non, moi je dis, soyez pas déçus, surtout soyez patients. Effectivement, je regarde un peu tous ceux qui ont l'habitude de communiquer négativement sur le cours du Bitcoin depuis un mois et demi. Vous l'avez dit, le halving ça sert à rien, mais ils ont juste pris 5 minutes à creuser un peu le sujet. De l'histoire du Bitcoin, il n'y a jamais eu autant volé vertical du prix du BTC dans les semaines qui ont suivi. Statistiquement, on sait que en tenant compte uniquement du cycle monétaire BTC, des fondamentaux de la finance traditionnelle, en tenant compte uniquement des fondamentaux du BTC, plutôt 80 100. Pour l'instant, il n'y a pas de si de moyen de parler de tout le monde. C'était au début de l'automne, et ça qui sera terminé par les fondamentaux de la finance traditionnelle. Donc, ne soyez pas déçus, patients. Le halving produira largement ce qui était fait à horizon de mois. Message de sagesse de Vincent Gano, analyste financier indépendant. Merci Vincent, excellent week-end. La semaine malheureuse, claire, c'est Bitstamp, une des dernières grandes plateformes européennes achetées par les courtiers européens immobiliers. Oui, alors effectivement, en tant que je ne sais pas maintenant, j'imagine que pour Bitstamp, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça va leur donner des fonds pour se développer plus avant. Mais il faut bien se rendre compte de ce qui se passe ici. Si on prend l'équivalent dans la finance traditionnelle, c'est un peu comme si la plus grande banque européenne venait de se faire racheter par un Américain. Forcément, ça pose beaucoup de questions en termes de souveraineté européenne. Bitstamp, c'était grosso modo le seul exchange qui avait une envergure significative en Europe. C'est une plateforme qui existe depuis 2011, qui a été créée au Royaume-Uni, qui est maintenant basée au Luxembourg, qui était connue d'à peu près tout le monde dans le secteur. En fait, il y a beaucoup d'autres plateformes et de courtiers qui se fournissent chez Bitstamp parce que justement, c'est l'acteur européen le plus gros en matière d'exchange et de clair, c'est que Bitstamp, en fait, c'est pas que Bitstamp. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'autres acteurs européens et institutions qui se servent de Bitstamp, et c'est là le sujet. Bien sûr, alors les acteurs européens ne se servent pas que de Bitstamp, évidemment, ils se sourcent aussi chez d'autres acteurs, notamment des acteurs américains. Bitstamp, de par son envergure, était un acteur chez qui de plus petits acteurs pouvaient se fournir. Et ça, effectivement, c'est très important parce que ce que ça veut dire, c'est que les Américains, en mettant la main sur Bitstamp, aussi la main sur tout un tas d'autres acteurs européens en réalité et sur une bonne partie de la souveraineté européenne. Il y a aussi une distinction peut-être à faire entre ce qui est un exchange Bitstamp, c'est-à-dire qui gère sa propre custodie, la liquidité, et puis ce que sont des courtiers qui se fournissent chez d'autres plateformes. Et pour notre souveraineté, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on ait pas des courtiers, même si c'est évidemment très bien pour l'industrie qu'on ait des courtiers chez nous, mais c'est qu'on ait aussi des exchanges. Et ça, il y en a très peu. Et en fait, en Europe, aujourd'hui, des exchanges de taille significative, il n'y en a plus. Et donc, et je trouve que ce n'est pas réjouissant pour la souveraineté européenne. Ouais, là, ce qui se passe avec Bitstamp, ce que vous êtes faire, c'est finalement la Bitstamp à Racine, finalement. Et c'est un problème. C'est un problème, oui, c'est certain. Après, on peut toujours le voir d'un deuxième œil en se disant que c'est quand même un signal faible qui se positionne, qui rachète un exchange. On commence à avoir des géants de la finance traditionnelle et des fintechs qui commencent à se dire que les exchanges de crypto sont des plateformes qui sont stratégiques. En tant qu'entrepreneur qui fait tourner une fintech, ça fait toujours plaisir de voir ce genre d'acquisition. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue purement européen, c'est bien, on a un cadre, on a une régulation. Connectez-vous les gars, on attend que vous. On vous accorde quelques minutes, nous allons démarrer. Alors qu'on est à l'aube des régulations les plus strictes pour toutes les sociétés crypto, on va devoir respecter des cases et rentrer dans un cadre qui va être très délicat si jamais on aura par simple solution passer par des acteurs américains. J'aimerais avoir votre avis si vous en avez un sur le prix d'acquisition de Bitstamp. On parle de 200 millions de $. Alors, c'est effectivement pas cher quand on regarde par rapport au nombre de clients. Je crois que c'est à peu près $50 par client. Là où quelques clients qui sont principalement européens. C'est ça. Donc ça valorise à peu près à $50 par client. Là où une centaine de dollars par client. Donc, effectivement, l'ordre de grandeur n'est pas le même. Maintenant, c'est vrai que Coinbase est entré en bourse aux États-Unis, est aussi la plateforme qui sert à des ETF, donc a d'autres arguments que simplement son nombre de clients pour expliquer sa valorisation. Beaucoup d'entrepreneurs en Europe s'étonnent de
le marché comme on voit aujourd'hui. Après, Bitstamp, de par sa position en Europe, n'était pas non plus le partenaire de choix qui était fait pour aller sourcer au niveau des photos. En tout cas, je sais que sur plusieurs de nos structures sourcées, c'est rarement Bitstamp qui était le plus compétitif, parce qu'il y a plus compétitif hors de l'Europe, en fait, tout simplement. Faut bien voir aussi que ce qui est racheté, c'est pas juste le nombre de clients Bitstamp, même si c'est un élément, mais c'est aussi le délai réglementaire supplémentaire que ça va permettre d'avoir pour c'est un pied-à-terre en Europe, et puis finalement, Bitstamp devrait bénéficier de 18 mois supplémentaires à la réglementation MICA, et donc pour Robeco qui cherche à arriver en Europe, ça leur permet d'avoir déjà un pied-à-terre qui est enregistré et donc de pouvoir avoir plus de temps pour se conformer à cette réglementation-là. Donc c'est aussi une manœuvre tactique du point de vue réglementaire, en plus de l'opération financière. On est toujours à quelques mois d'entrée en vigueur du règlement MICA. On voit que le règlement MICA va entrer en vigueur dès le 30 juin, donc à la fin de ce mois, pour tout ce qui est stablecoin. Et il y a des nouvelles marketing, Claire, on a dit tout à l'heure, le stablecoin de Blue, qui est d'ailleurs une entreprise française, un stablecoin d'euro, qui quitte a priori parce qu'il n'arrivera pas à se conformer à cette mission. Oui, alors on peut rappeler l'historique quand même de Blue, qui était un stablecoin lancé par Escasino, qui effectivement, de surcroît, ne va pas très bien en ce moment. Et Blue avait à son démarrage de se positionner pas comme un stablecoin euro à lister sur des plateformes, mais initialement c'était, en tout cas sur la communication, une sorte de point de fidélité qui allait être utilisé pour les membres du réseau Casino. Alors ça a un peu évolué, puisque l'équipe de Blue stablecoin euro devait lister sur des plateformes, etc. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour être un stablecoin euro, à partir du 30 juin, il va falloir se conformer à la réglementation MICA et il va notamment falloir une licence EMI, ce qui n'a pas l'entreprise qui gère aujourd'hui Blue. Et donc, le choix il était simple. Soit il fallait aller chercher la licence EMI, soit on a. Et je pense qu'aller chercher cette licence, c'est un combat assez long, assez important, et surtout ça demande pas mal de ressources financières. Et je pense que ce n'était pas du tout une priorité stratégique pour le Casino aujourd'hui. Lancé par Casino, il ne faut pas dire ça par exemple. Ça va nous donner des arguments. Ah oui. Ouais, il aime bien les petites blagues. Tous les jours, il passe me voir sur le cours du Bitcoin. Je passe un peu à l'un ici, c'est ça. Salut Jean-Marc. Il y a aussi Binance qui va se conformer à la réglementation MICA, qui a annoncé en tout cas réduire l'utilisation des stablecoins non autorisés en MICA dès la fin de ce mois-ci, comme vous l'avez 30 ans. Ouais, ils ont annoncé qu'ils allaient se conformer à la réglementation, ce qui peut paraître basique, mais ce qui finalement ne l'était pas tant que ça. Venant de Binance, c'est toujours bien de le rappeler. Puis comme c'est l'acteur le plus gros sur le marché, c'est toujours un symbole fort quand Binance dit voilà, la réglementation arrive à partir du 30 juin et on s'y conforme. C'est intéressant aussi de voir comment ils vont faire. Parce qu'une des grandes questions, c'est celle de l'USDT, qui est le stablecoin dollar le plus utilisé sur le marché, et qui, lui, a annoncé ne pas vouloir se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Donc il y a quand même cette question gigantesque au milieu de la pièce, qui est est-ce que les plateformes d'échange vont délister l'USDT, le principal stablecoin, à partir du 30 juin. Ce que Binance a annoncé, c'est qu'ils allaient pas le délister, mais ce à quoi on assiste, c'est une sorte de délisting soft, assez doux et transitoire, c'est-à-dire qu'ils vont simplement enlever la fonctionnalité achat de l'USDT, mais c'est toujours possible de vendre ces USDT et de les déposer sur Binance. Exactement. Donc ça laisse quand même entrevoir une sorte de période de transition assez longue où on pourra toujours revendre ses USDT sur Binance, mais on ne pourra plus en acheter. C'est quand même un signal assez fort, d'autant plus que d'autres plateformes, comme d'autres. Donc on risque de voir pas mal d'annonces similaires à d'autres plateformes dans les semaines qui viennent. C'est très mauvais signe pour l'USDT qui globalement se coupe petit à petit du marché européen. Bon, c'est un peu compliqué sur les stablecoins, ouais, un peu là-dessus. Et c'est une grosse opportunité parce qu'il y a un marché qui s'ouvre. On a toujours Il est bientôt 21h. Nous allons commencer le Boss Class. La vraie grosse question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils iront d'ici là? Parce qu'il faut un deuxième champion pour prendre la place du USDT. Et à côté de ça, on a la grande institution financière européenne qui va se positionner très bientôt et qui va lancer son stablecoin. Est-ce que c'est une question de semaine ou une question de mois? On n'en sait rien, mais il y aura des substituts. Oui, leader, je suis à l'écoute.
Réellement, ça va nous prendre peut-être une heure déjà. On ne va pas déborder. Bon, généralement, on va démarrer hein, pour tirer tout le replay. Exact. En fait, c'est affiché, hein, c'est quelque chose. Ouais. Exactement. En fait, la plupart des gens étaient disponibles pour 20 heures. Maintenant, ceux qui sont hors du pays, ils ont moins fait exception par rapport à l'heure. Donc, je me suis déjà accordé avec eux. Ouais. Exactement. Je vous assure. Mais ils vont rater beaucoup de choses, en fait. Bon, ce qui est bien à l'Europlay, ils vont suivre peut-être le lendemain. Du côté de YouTube, il doit avoir au moins 10 ou 15 participants. Parce que le direct est un peu partagé partout, hein. YouTube, sur TikTok et sur Meet.